Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, réalisé par la Maison de l'Europe de Tours, centre d'information Europe Direct. Alors cette semaine, comme je vous l'avais annoncé, mon invité est à nouveau Ayano Kanezuka. Bonjour Ayano. Bonjour. Merci beaucoup d'être revenu pour cette seconde émission. Donc je rappelle à tous nos auditeurs, vous êtes avocate, vous êtes associée au barreau de Paris et de Tokyo. Vous êtes maître de conférence à l'université Keio à Tokyo. À Tokyo. Et vous êtes membre de la Société japonaise des sciences juridiques. Alors, vous étiez venu pour l'Institut de recherche juridique interdisciplinaire, pour faire notamment une conférence à la fac des Deux Lyon, à la fac de droit. Et aujourd'hui, évidemment, je ne résiste pas. Vous venez dans un contexte très particulier. Tous les Français étaient presque vent debout au départ sur l'affaire Ghosn. Je vais vous poser quelques questions là-dessus. Je vous l'avais dit, donc pour que ça soit clair pour tout le monde, on en avait parlé. Alors, vous n'êtes pas, je ne crois pas que vous soyez directement impliqué, donc ça libère aussi la parole. C'est pas plus mal. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord, pour dépassionner peut-être un peu les choses, nous rappeler quels sont les éléments de la procédure, l'état de la procédure dans cette affaire? Dans cette affaire, donc là, ça a commencé en novembre 2018. C'était une grande surprise au Japon. Je me souviens... Partout. Voilà, je me souviens, il y avait des infos flash, mais bon, j'étais au bureau, personne ne croyait au début. D'autant plus que le matin même de l'arrestation, le président Saikawa de Nissan avait vanté un peu la réussite franco-japonaise à l'alliance Renault-Nissan. Voilà. Et donc, c'était l'après-midi du 19 novembre 2018. C'était la première affaire. Il a été arrêté comme ça, même dans l'avion même, qui atterrissait à l'aéroport de Haneda à Tokyo. Donc, c'était sur la question le problème de la minoration de revenus entre 2010 et 2015. Et puis, il y a eu la deuxième arrestation, donc le 10 décembre 2018. C'était encore sur la question de la minoration de revenus, mais pour une période différente. C'était celle de 2015 et 2018. Là aussi, il y a eu pas mal de critiques parce que on a considéré que le parquet a divisé de façon artificielle comme ça pour avoir deux fois la possibilité d'arrestation. Voilà, d'avoir le plus longtemps possible de détention provisoire, bien critiqué par la suite. Et puis, il y a eu la troisième arrestation en décembre 2018. Cette fois-ci, c'est sur l'abus de biens sociaux. On dit l'affaire dite d'Arabie Saoudite. Et ensuite, le 4 avril 2019, on pensait qu'avec les trois affaires, c'était fini, les enquêtes au Japon. Pas mal, oui. Voilà, c'était déjà pas mal. Mais à la grande surprise, en avril 2019, donc, il y a eu la quatrième arrestation. Abus de confiance aggravé. Et donc, cette fois-ci, on dit que c'est l'affaire dite Doman. Donc, il y a 4. Et aussi, il y a aussi, là, c'est pas au Japon, mais une ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Nanterre en France, voilà, sur l'affaire de mariage au château de Versailles. Alors, moi qui ne suis pas une juriste, j'ai quand même une question très naïve, mais comment peut-on être le patron d'un Renault-Nissan et gérer soi-même ses affaires? Enfin, pour moi, il y a des gens qui font le boulot. C'est pas lui qui fait sa compta, qui fait ses déclarations d'impôts. Absolument. Pour moi, c'est un mystère. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Effectivement, c'est un mystère pour nous, les juristes au Japon, enfin, pour tout le monde au Japon également, parce que ce n'est pas lui qui fait la comptabilité. Oui, c'est ça. Ce n'est pas lui qui fait la déclaration de revenus aux autorités boursières, par exemple. Et donc, pour la question de revenus, on dit qu'il y a eu l'approbation du conseil d'administration, par exemple. Donc, on se demande pourquoi M. Ghosn est le seul à être... Oui, parce que le conseil d'administration, il n'est pas en prison, lui. Hein. Non, d'accord. C'est pour ça. Parce que là, moi, qui ne suis pas juriste, j'ai trouvé ça stupéfiant. En me disant quand même... Également, au Japon, on ne comprend pas. C'est vrai qu'on dit que M. Ghosn a été un peu trop loin, peut-être. Mais en même temps, on se dit, mais pourquoi il est le seul à être dans cette situation? Parce que, peut-être elle était bien payée chez Nissan, mais en même temps, il travaillait bien et qu'il a sauvé Nissan. En même temps, il était entouré de tous les administrateurs, tous les départements qui le soutiennent, etc. Donc, effectivement, on était parce que c'est pas sur son salaire qu'il est attaqué. Son salaire, c'est une chose, mais... Oui, c'est pas sur son salaire. C'est pas sur son salaire. Sur sa retraite par la suite, etc. Mais en tout cas, il peut pas faire ça tout seul. Ça, c'est évident, il peut pas le faire. Donc, merci de nous avoir rappelé un peu les grandes étapes, parce que je pense que ce
quand je vous ai entendu, de rappeler qu'il y a 3 arrestations alors qu'il était en prison et que c'est 3 arrestations différentes et ça n'a pas forcément marqué tout le monde. Moi, personnellement, je ne me rappelais pas qu'il y avait eu 3 éléments comme ça, 3 éléments d'arrestation alors qu'il était de toute manière déjà arrêté. Alors, en Europe, ça a été un tollé d'indignation devant la procédure japonaise. Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que ce tollé d'indignation, ça vous paraît juste? On a accusé le Japon d'avoir des procédures qui quasiment de torture, parce que mettre de la lumière 24 heures sur 24 à quelqu'un, pas d'avocat, ça nous paraît quand même assez surréaliste. Alors, je ne sais pas, comment vous réagissez par rapport à tout ça? Je comprends bien l'indignation internationale, parce que déjà avoir 4 arrestations de suite, parce que d'abord, une arrestation suivie de détention provisoire, donc la première fois, c'est 22 jours maximum. Et donc, au bout de 22 jours, normalement, soit le parquet doit libérer la personne, ou bien commencer la procédure pénale. Mais 22 jours, c'est pas assez long pour mener jusqu'à terme l'enquête. Donc, ce qui fait que le parquet essaie de diviser le chef d'accusation comme ça et pour enchaîner, pour détenir le plus longtemps possible la personne en question. Donc là, je pense que c'est un grand problème. Et en tant qu'avocate, on existe à Tokyo, j'ai traité pas mal de dossiers pénales. À chaque fois, c'était le problème, cette arrestation multiple. Et aussi, l'autre problème, c'est que l'avocat ne peut pas assister aux interrogatoires. C'est ça le grand problème qui a indigné le monde, en tout cas, surtout l'Europe et la France notamment. C'est vrai qu'on ne peut que conseiller nos clients avant les interrogatoires, comment répondre au parquet, etc. Ça, c'est le grand problème. Pourquoi l'avocat n'est pas là? On ne sait pas pourquoi, en fait, il n'y a pas d'interdiction dans notre code de procédure pénale, mais comme il n'y a pas de loi qui... Il n'y a pas d'autorisation. Il n'y a pas d'autorisation, donc là, le parquet fait comme si nous n'avions aucun droit. Mais par contre, là, on peut voir le client à n'importe quel moment, surtout, on peut bien préparer les interrogatoires, etc. Donc, à cet égard-là, la personne mise en examen n'est pas sans défense. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir son défenseur à côté. Bien je sûr, comprends bien l'indignation. Oui, c'est l'indignation. Puis, je pense que la succession de jours de détention... comme ça a un peu choqué tout le monde. Oui. C'était quand même... d'autant plus qu'il a été libéré une fois, il a été un peu on a arrêté, eu l'impression vraiment là d'acharnement. Alors, je vous ai parlé de la lumière, parce que c'est quelque chose qui a quand même marqué beaucoup dans les journaux français. Est-ce que c'est normal? Comment vous justifiez, comment les Japonais justifient le fait qu'on laisse allumer? Alors, on peut se dire que c'est pour éviter que les gens se suicident, mais... En fait, la lumière, je ne sais pas pourquoi c'est dit comme ça, parce que normalement, on éteint la lumière à 21h. Je ne sais pas s'il y avait un traitement exceptionnel à seconde, je ne sais pas. C'est vrai que parfois, on garde comme ça, on surveille les personnes pour pas qu'il y ait, par exemple, de suicide. Malheureusement, parfois, ça arrive. Oui, ça peut arriver, oui, bien sûr. Oui. Mais c'est après, bon... Mais, donc, je ne sais pas quel était le cas exactement de M. Ghosn. Voilà, donc on dit qu'au début, il dormait sur un futon, mais après, on lui a accordé de dormir sur un lit, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu, je pense, que des déclarations officielles de la part de la défense de M. Ghosn. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment une situation hors norme à l'égard du droit japonais? Est-ce que la manière dont Ghosn est traité, la manière dont ça se passe, est-ce que pour vous c'est presque du hors norme ou on est dans les normes japonaises? Dans les normes japonaises. Bon, déjà, les normes japonaises doivent être bien critiquées, mais si on laisse un peu à côté cette question, il est traité comme tous les Japonais qui peuvent être dans cette situation. Il n'y a pas eu de traitement ni en faveur ni en défaveur. Ni en défaveur, d'accord. Mais bon, il y a le problème du fait qu'il est le seul pour l'instant à se retrouver sur le... En tout cas, de Nissan. De Nissan, oui. C'est assez étonnant. Alors, comment l'Europe, sur cette affaire, est très prudente, les Français aussi d'ailleurs, parce qu'on a bien senti, il y a eu une indignation, et puis, devant l'accumulation de choses qui arrivaient, tout le monde s'est dit, ah bah oui, peut-être. Donc, les réactions se font beaucoup plus discrètes, et puis, de toute manière, un événement chassant l'autre, on s'est intéressé à autre chose, il y a eu Notre-Dame entre-temps, donc le pauvre Ghosn est passé un peu à la trappe. Mais est-ce que, internationalement, est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait une
telle réaction de la part des Européens? Non, peut-être pas. Peut-être que le parquet n'y avait pas vraiment réfléchi. Je pense que d'abord, c'était le parquet. Et ensuite, c'est le tribunal qui était les premiers choqués de la violence de la réaction internationale. On pouvait s'y attendre encore un peu. Mais d'un autre côté, je pense que là, c'est des avocats qui ont vraiment bien accueilli. Enfin, en tout cas, au Japon, c'était réaction internationale. Depuis longtemps, les avocats, nous, ont pensé qu'il y avait beaucoup de problèmes dans notre système judiciaire pénal au Japon. Et bon, donc là, on a essayé d'avoir +3, mais bon, ça avançait pas. Et maintenant, on a compris que notre système n'est pas aux normes internationales. Aux normes internationales, oui. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer derrière? Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? J'ai lu qu'il va y avoir la première audience d'ici automne, ce qui est assez rapide. Je pensais que ça prendrait plus de temps. D'accord. Et là, maintenant, c'est la phase de préparation. Maintenant, c'est le procureur et les avocats qui échangent ces informations, des pièces pour bien préparer l'audience. Voilà, pour que tout soit prêt en automne. Et puis, je pense que... Mais après, ça peut durer assez longtemps. Oui, donc c'est pas pour demain. C'est pas pour demain, malheureusement. Écoutez, je vous remercie infiniment d'être venu nous parler de tout ça. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup d'être venu, Ayano. Merci infiniment. Donc, je rappelle à tous, vous êtes Ayano Kanezuka, vous êtes avocate au barreau de Paris et de Tokyo, et vous êtes également maître de conférence à l'université Keio de Tokyo. Je vous remercie d'être venu. Et puis, merci beaucoup. Si vous revenez nous voir à Tours, on sera ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.